Iyamotep Amasu Baba Kikela Wamazulu. Aujourd'hui, on vient s'intéresser à un sujet. Vous nous avez parlé qu'il y avait une nouvelle restructuration du mouvement. Les mouvements pan-Kamit. Les mouvements pan-Kamit. Kush-Kamit comme. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre par les mouvements pan-Kamit? Et avant tout, le mouvement pan-Kamit est une formulation propre. C'est moi qui ai formulé, c'est moi qui ai connu l'expression pan-Kamit. Tout simplement pour donner une forme d'authenticité, une forme de recours à l'authenticité, parce que l'expression mouvement pan-africain, était née à la suite du mouvement pan-européen. Et elle naît dans un cadre politique. Il poursuit, le mouvement pan-africain naît avec une certaine déclinaison. Et comme le mouvement, par exemple les partis politiques africains, ils sont nés à la suite, ou comme une progression géométrique de l'existence des mouvements, des partis politiques occidentaux. Et ils ont été financés. La plupart des partis politiques africains sont financés, sont nés comme un ressort, une continuation d'idéologie politique occidentale. C'est dans le même cadre qu'est né, a été connue l'expression pan-africain. C'est un mouvement politique, un mouvement... un rassemblement. C'est un rassemblement. En fait, quand on dit le pan-européen, c'est un rassemblement avec un objectif et des idéaux bien donnés. Et le mouvement pan-africain, dans un premier temps, est créé dans le sens d'une continuité de l'apport politique, des idéaux politiques de la part de l'Occident. À un moment donné, il va connaître un virement. Et les virements, nous allons le voir avec des gens comme Marcus Garvey, Anténan Firmin, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, qui vont donner un sens différent. Ou disons plutôt, nous allons inclure Malcolm X, beaucoup d'autres personnalités qui me viennent en tête, le docteur Martin Luther King. Ils vont rentrer, font partie des afrodescendantes, mais d'une certaine manière, ils vont être définis, ils vont être regroupés tous sous la toiture du panafricanisme. Le panafricanisme, d'abord, pan-rassemblement, africanisme est une expression qui nous est été donnée à défaut, dans le sens que nos ancêtres n'ont jamais appelé, ils ne sont jamais appelés des Africains. Nous sommes aujourd'hui dans l'élan où je conçois le destin de ce que moi j'appelle les descendants de Gag Gissa, les têtes brunes, dans le sens d'une liberté que nous devons acquérir, une sens de responsabilité. Et cette responsabilité veut que nous puissions donner un sens, même au nom avec lesquels nous nous désignons, à commencer. C'est pourquoi j'ai connu l'expression pan-africain. Ça signifie quoi, pan-africain? C'est un rassemblement dont les idéaux sont typiquement kamites. À distance du pan-africain qui a fait son temps. Le pan-africanisme a fait son temps. Les résultats sont devant les yeux de tout le monde. Les résultats sont devant les yeux de tout le monde. Alors ici, il est nécessaire, à l'époque où nous sommes arrivés, de nous donner un objectif différent, de nous recadrer. Et c'est dans ce sens que j'ai connu l'expression pan-africain, pan-kamit. Bon. Ça veut dire que vous allez réunir plusieurs personnes, on peut dire une communauté qui sera réunie pour quel objectif au final? Est-ce que c'est pour l'élévation de soi personnellement ou bien c'est pour marcher selon une voie
en vue d'atteindre un certain objectif. Avant tout, quand nous rentrons dans les couches Kamit Congo, le mouvement couche Kamit Congo en tant que mouvement inscrit dans la démarche pan-Kamit n'est pas un rassemblement de personnes, ok? Plutôt des connaissances. L'accent n'est pas mis sur les personnes. L'accent est mis sur un dispositif, est mis sur un point de rassemblement, un point de connaissances, si je peux dire ainsi. Des connaissances qui vont dans le sens, par exemple, de l'autodétermination, de l'autodéfinition de soi. L'autodéfinition nous porte un sens de dignité qu'aujourd'hui nous n'avons plus, que nous avons complètement perdu. Et cette perte de dignité que nous avons perdue a commencé, pour ne pas rentrer dans l'Égypte antique, et pour parler de l'époque contemporaine, de cette époque, de l'époque présente, a commencé dès l'arrivée de ceux qui se sont fait appeler les navigateurs. Ok? Et à la fin du XIVe siècle. Pour ceux qui regardent l'intimati, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui, à défaut, l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. On a un dans la région des Grands Lacs. Un peu plus avant, pour ceux qui regardent l'Afrique, la côte de l'Ouest et la côte de l'Est. Nous avons perdu une perte. Nous avons connu une perte essentielle. Et beaucoup aujourd'hui, quand on parle de la perte que nous avons connue, et on les prend beaucoup à la légère. On a subi 500 ans d'esclavage. OK? Qui va être suivi par une colonisation qui part de 1885 aux années 60. Pour après une post-colonisation. OK? Qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il faut voir ce temps-là. Mais ça fait combien des années? C'est plus ou moins de 700 ans. OK? Plus ou moins. Mais comment le monde entier est arrivé à concevoir les descendants des Tat Giza, les têtes brunes, comme des noirs? Et qu'est-ce que cela signifie noir? Par exemple, quand je te demande la couleur de ces bâtons-là, c'est quelle couleur? Noir. Et ici? Marron. Et ta peau? Je dirais marron. Mais c'est pas comme ça qu'on s'est dit. Comment on dit? Bon, on dit que nous sommes de noirs. Ou on nous qualifie de noirs. Ah, il y a un problème. On dit la couleur noire, la race noire, mais nous ne sommes pas noirs. Comment est-ce possible? On ne se pose pas cette question-là du point de vue philosophique. Pourquoi moi qui ai la peau marron, ok? La peau est marron, je sois qualifié de noir? Alors, on n'a qu'à rouler notre dictionnaire. Ok? Commencer par définition liée au mot noir. Journée noire, une mauvaise journée. Une pluie noire, une pluie qui a fait des dévastations énormes. Une mort noire, une mort dure, avec beaucoup de peine. Une année noire, une année fait des pertes. La récolte a été perdue. Une situation noire, une situation dangereuse. Un homme noir. Ou encore un cœur noir. Un cœur noir. Vous voyez toute la définition. Et puis après, j'ai écrit homme noir. Définir l'homme noir à ce moment-là. Ça devient clair. Oui, donc on nous a lié à ce qui est négatif. Non. Quand je suis ces définitions-là que j'ai données, toutes les définitions que nous avons données, maintenant j'arrive, j'ai dit un homme noir. L'homme noir. OK? Et on se rend compte que ceci n'a rien à voir avec la race.
ou la couleur de la peau. C'est un qualificatif, indicatif, déterminatif ou explicatif d'un être. C'est un être négatif, un être dangereux, un être inutile. Il faut faire attention à lui. Il ne faut pas les considérer. C'est pratiquement moins qu'un animal. En fait, durant l'esclavage, nous sommes appelés ce qu'on appelle des biens. Good. Un bien. C'est un processus. Maintenant, il faut bien regarder. Comment on fait passer un être de être à bien? Qu'est-ce qu'il faut? Cet objet, était-ce un être? Non, non. Pourquoi? Pourquoi cet objet n'est pas un être? Parce qu'il n'a pas de vie. On peut le dire comme ça. Non. On n'a pas la vie, nous, on est dans la vie. Mais qu'est-ce que lui, il a pour faire qu'on ne soit pas d'être? Peut-être la conscience, il n'a pas de conscience, ou bien... Tout paramètre a une conscience. Toute chose a une conscience. Intelligence, alors. La conscience, c'est l'intelligence. Ce qui est inconscient et ce qui pense, ce qui voit, ce qui observe. Et donc, c'est une conscience. Il n'a pas d'âme. Ah, ok. Il n'a pas d'étincelle divine. Il n'a pas d'âme. C'est-à-dire, en grosso modo, l'esclavage est un processus d'extraction d'âme. À travers le processus d'esclavage, on extrait l'âme à l'être et il devient un bien. Et après, il fallait justifier aux êtres, au monde entier, qu'on avait devant soi un être sans âme, c'est-à-dire un bien. Et si vous vous souvenez bien, à Paris, à Bruxelles, à Londres, la plupart des capitales occidentales, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des os humains. OK? Où on transportait les têtes brunes, devenues noires, après la défaite, et on les mettait dans ces zoos où les gens payaient pour les visiter comme on va dans les zoos. Cela a convaincu le monde entier qu'il s'agit des animaux, mais aussi a convaincu à nous-mêmes que nous étions des animaux. Dis-moi où tu es dans une cage et tu vois les gens payer pour te voir, te regarder. Tu es d'abord convaincu d'être, toi d'abord tu es convaincu d'être un animal. Après, dans cette histoire, il y a à voir même des acteurs, des gens qui sont payés pour se mettre à exécuter des obscénités devant le public, justifiant qu'ils étaient des animaux. Mais quand on fait cela, parce qu'on est d'abord convaincu d'être animal. C'est-à-dire, à travers le processus de l'esclavage, nous avons été convaincus d'être des biens, juste des biens. On nous a l'âme kamite a été extirpée. Et cette âme n'a jamais été rendue. Ok. Donc voilà pourquoi vous avez donc pour mission, si j'ai bien compris, vous avez pour mission de redonner l'âme africaine aux Africains. Non, c'est pas moi qui ai comme mission de redonner. Dit, vous avez dans le sens, le mouvement Couche Kamit Congo, le mouvement Pan Kamit, Couche Kamit Congo a un motto, une mission. La mission, c'est l'union de ce que nous appelons les Africains aujourd'hui pour arriver, les Africains noirs, ok, pour peut-être arriver à un état d'Africain simple et aller vers un état Kamit. Mais cette mission-là est une mission d'union. Nous prêchons. C'est ça la transformation au niveau des couches Kamit Congo. Les couches Kamit Congo qui a été depuis sa création, il y a peut-être 4 ou 5 ans, non, plus que ça, a été une communauté regroupant les membres de cette même famille Couche Kamit Congo et ceux qui sont, et nous avons à l'intérieur de ces mouvements une académie, ok. Cette académie aujourd'hui qui a
dispose de certaines connaissances qui permettent l'évolution. L'objectif de l'académie, c'est lui, c'est permettre l'évolution de la conscience. Aujourd'hui, les couches Kamit Congo dans son entièreté, compris en tant que communauté, mouvement ou nation, on a parlé des nations couches Kamit Congo, ainsi que de l'académie, a une nouvelle mission. La mission, c'est l'unité. Ok. L'unité. Et ce dont j'étais en train de parler, ce sont les postulats. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre ce que nous sommes. Avoir des objectifs. Et comprendre comment nous arriverons. Il est essentiel ici de connaître qu'un objet n'a pas d'âme. Et l'Afrique noire, ou les Africains noirs, en tant qu'objet conçu, produit de la colonie, l'esclavage, n'ont pas d'âme. Et des objets ne peuvent pas entrer en communication entre eux. Deux objets, même si très proches l'un et l'autre, vivent des vies complètement séparées. Des objets ne peuvent pas communiquer. C'est comme ça que le monde colonial nous a conçus. Et nous devons sortir de ces âmes, nous devons reprendre l'âme. Et la marche, quand nous parlons de l'unité, nous allons utiliser à défaut les mots africains, l'unité africaine, l'unité kamite. C'est la voie pour nous reprendre l'âme, qui va nous apprendre à nous reconnaître, à nous redéfinir, pour enfin pouvoir avoir des idéaux. Ça, c'est une belle mission, ça. C'est une grande mission et une grande responsabilité. Maintenant, je me pose la question. Avec quel instrument vous allez utiliser? Quel instrument vous allez utiliser pour faire asseoir vos idéaux, enseigner, si je dois dire ça comme ça, les autres, ou ceux qui seront dans la communauté? Qu'est-ce que vous avez déjà peut-être mis en place qui fonctionne peut-être déjà? Ce qui a été mis en place, c'est que sur la plateforme, dans la communauté, je suis assez connu. Et j'ai toujours prêché, enseigné. Et maintenant, je prends une direction. Donc, ça veut dire on a déjà une école. Il existe déjà une école de pensée philosophique, Couche Kamit Congo. Maintenant, cette école de pensée philosophique, Couche Kamit Congo, prend une direction élevée, dans le sens que nous allons maintenant prêcher l'unité. Nous allons prêcher l'unité. Nous allons nous reprendre l'âme qui nous a été volée. Et nous allons utiliser un instrument par excellence. L'instrument par excellence, c'est le Bou Congo. Le Bou Congo est une science philosophique très ancienne. Le Bou Congo sort directement de ce qui est appelé l'Égypte antique. Quand l'Égypte antique s'effondre, les peuples Congo vont être guidés par Yaya Mbangala, la femme aux sept mamelles, pour descendre de l'Égypte, descendre vers l'ouest en allant vers l'Afrique du Sud. Et par après, nous sommes dans ce qu'on appelle l'exode Congo. Dans l'exode Congo, nous avons ce qu'on appelle les rois prophètes. Les rois prophètes que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, nous avons la reine Yaya Mbangala. Et par après, nous allons voir aussi Mbemba Zulu. Ce sont des rois prophètes qui vont remonter, qui vont descendre vers l'Afrique du Sud, passer par les Zimbabwe, ok, remonter jusqu'à arriver dans ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Et par après, définir l'intimatie. Il existe une connaissance très importante que nous appelons, que nous identifions comme le Bou Congo. Le Bou Congo est une des connaissances qui faisait partie des archives royales et secrètes de l'Égypte antique, dont une partie avait été prélevée par Ramoshet, qui va devenir Moïse, sur lequel s'effondrera plus tard la religion hébreuse, les fameux Talmud. Ok?
les tables des lois. Les tables des lois hébreues sont une adaptation et transformation de celles égyptiennes, ok, prises par un Ramoshe qui était le vizir du pharaon Amenhotep IV. 3, pardon, les pères des Akhenaton qui Amenhotep IV. Durant les règnes de Akhenaton, Amenhotep IV, il va fuir avec les Yahoud, les prêtres Yahoud, et les Oubrous, qui étaient des malades égyptiens, qui vont par après devenir le peuple hébreu. Une copie de cette connaissance est ce qui a été conservé par le peuple, les prêtres Congo, et cela va être appelé le Bou Congo, la voix Congo, qui aussi, il faut savoir que quand on dit Congo, ok, en égyptien, c'est Congo. Dans le Congo, signifie royal. Ok? Quand on dit Congo, ça signifie royal. En se référant dans ce qu'on appelle le lexique sumérien antique. Le Congo, hein, c'est pas Congo. Congo, en égyptien ancien, nous sommes en train de parler des royautés. C'est royal. C'est là, quand on dit les bouts Congo, c'est la voix royale qui va sortir par les prêtres rois et va rentrer dans l'intimité de la région des Grands Lacs. Eh bien, c'est cette science-là que nous aurons l'opportunité de décortiquer, d'enseigner, de livrer les secrets et les connaissances, les contenus, pour justement servir des dispositifs d'instruments qui vont nous permettre, les mouvements pan-Kamit, couche Kamit Congo, à réaliser ce que nous appelons l'unité. Donc, Oudja, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, il y a toute une philosophie dans le Bou Congo que vous détenez et que vous allez partager au sein du mouvement PAN. Que nous allons mettre en disposition. Parce que ça, depuis l'arrivée des grands, quand nous arrivons dans l'intimatie, le royaume Congo est établi, ok? Il y a la lignée des Minyalukeni qui commence, qui vont porter les différents rois qui vont venir par après. Alors, il va se passer que ces connaissances vont être d'application à cette époque-là, ok? Mais avec l'arrivée des Portugais, ok? Et la chute du royaume Congo, cette connaissance a été perdue. Le Bou Congo est perdu. Le Bou Congo, dans son sens, tel ressorti des caveaux secrets de l'Égypte, ok? Nous allons parler des Tameri, ok? C'est ça, les Tameri. Ta, c'est la terre, mérite, c'est la aimée. Tameri, c'est comme ça que nos ancêtres appelaient leur continent. Le Tameri. Ces secrets-là sortis vont être conservés jusqu'à l'arrivée des Portugais. À la chute du royaume Congo, ces secrets vont être dissipés. Et de part et d'autre, des mouvements comme les Ngunza, initiés par paix à son âme, la princesse royale Kimpavita, va reconstituer une partie du Bou Congo et en les réintroduisant comme ce qu'on appelle les Kingunza. Les Kingunza constituent une partie du Bou Congo. D'ailleurs, c'est là où même j'ai voulu poser une question. Est-ce que cette philosophie, dans l'ancien temps, était partagée par tous les peuples kamites ou bien c'était donné à une certaine particularité? Et aujourd'hui, même si vous allez faire revenir la chose, ça veut dire qu'il faudrait être une personne assez particulière pour bénéficier de cette connaissance-là. Toute philosophie est évolutive et à degré. Toute philosophie est à modèle pyramidal. Il existe des niveaux d'appréhension, des niveaux de compréhension, d'application et d'utilité. À chaque niveau, les Bou Congo s'applique à tous les niveaux de l'espace social, de l'espace vital. Il y a les Bou Congo pour les agriculteurs, il y a les Bou Congo pour les éleveurs, il y a les Bou Congo pour les administrateurs, il y a les Bou Congo pour les philosophes, pour les médecins et pour la royauté. Arriver jusqu'à la divinité. Ah, Inch'Allah, c'est plus clair, donc. Je disais, pour ne pas, la princesse Kimpavita va réintroduire les Bou Congo sous une forme qu'on appelle les Kingunza.
OK? Mais ce n'est qu'une forme. Ce n'est qu'une nuance qui a été introduite du Congo. Pourquoi? Parce que le Kingunza naît comme tentative de reconstruire le royaume Congo dans une phase de résistance. Okay? Et s'applique à la résistance. En fait, les Ngunza, encore aujourd'hui, portent l'idée de la résistance. Okay? Il existe différentes angulations de Bukongo qui, hélas, n'ont jamais été exploitées, n'ont jamais été utilisées dû au contexte historique dans lequel l'on a vécu et par le temps avec la victoire coloniale, l'écrasement, la destitution de la maison impériale Congo, ok? Les notables se sont transformés en Ngunza, les notables Congo ont disparu, les différents grades ont disparu, les sociétés, la société civile Congo a été dissoute, les classes Congo ont été dissoutes, les sociétés secrètes Congo ont été dissoutes, et bien le Congo est devenu justement un folklore, mais un folklore qui encore contient un secret, un principe, un pouvoir énorme. Donc, avez-vous pensé avoir des ouvrages pour ça? Ou la formation, ou je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça, toute personne qui voudrait, ou toute personne intéressée qui ferait partie de ce mouvement, seront enseignés de quelle manière? Dans une formation bien suivie, ou bien il y aura des ouvrages? En fait, quand nous allons dans les travaux que je suis en train de faire, nous avons dans un premier niveau le Kinkelorma Zulu, la maison Kinkelorma Zulu. La maison Kinkelorma Zulu est une maison royale qui descend de l'ancêtre Mbemba Zulu. Ok? L'ancêtre Mbemba Zulu, lui, est de la descendance de ce que nous appelons Sabu, c'est-à-dire la divinité égyptienne Nibis. Anibis. Ok? La maison Kinkelorma Zulu, comme descendance du roi prophète Mbemba Zulu et de la divinité Anibis, la divinité funéraire Anibis, est constituée à une plateforme d'activité ou d'expression. Nous sommes en train de parler du mouvement Pan-Kamit, Couche Kamit Congo. Nous allons par après parler du mouvement citoyen Timasi, qui parle d'une manière, les couches Kamit Congo parlent d'État mérite. Le concept d'État mérite dans l'époque était seulement les territoires couches autour de l'Égypte. État mérite s'est agrandi. Et aujourd'hui, c'est un continent. Dans les mouvements citoyens, nous parlerons de Timasi. Le Timasi va faire référence à ce qui est aujourd'hui les territoires appelés ex-Zaïre, la République démocratique du Congo. Et enfin, nous allons parler du Shemsu Amasu Baba. Le Shemsu Amasu Baba est la troisième structure dans la Kinkelorma Zulu, House Serpentis, la maison Serpentis. C'est une maison d'édition et a pour responsable la publication de tous les documents qui vont servir soit dans le mouvement citoyen Timasi, soit dans le mouvement pan-africain, pan-Kamit, Couche Kamit Congo. Au moment où nous sommes en train de parler, nous avons déjà un livre qui est en cours de finissage, qui va être imprimé et, disons, distribué dans les prochains 2 à 3 mois. Le livre s'intitule « De l'Afrique noire à l'Afrique impériale ». C'est dans ces livres où nous allons parler justement des qualificatifs noirs. Les noirs, ce n'est pas une race, c'est un statut. Comme les blancs. Les termes blanc et noir n'existaient pas avant les 1885. Au XVIe siècle, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de blancs. Elle naît à la défaite du royaume, de la royauté africaine. Ok? En ce moment-là, nous devenons les perdants, les maudits, plus ou moins.
Ceux qui n'ont pas d'identité, qui n'ont rien. C'est à qui on a tout enlevé et nous sommes devenus noirs. Et les blancs, en contraposition, signifient les vainqueurs. En fait, les termes blancs ne s'appliquent qu'aux occidentaux. Et quand vous examinez le monde occidental, vous allez vous rendre compte que ce titre blanc n'est pas reconnu à tous les Européens. Ce n'est pas reconnu à tous les Européens. Ceux qui comprennent ne considèrent pas, par exemple, les Ukrainiens, pas les Ukrainiens, mais les gens de l'Europe de l'Est ne sont pas considérés comme des Blancs. À défaut, même l'Italie n'est pas considérée comme blanc. Pourquoi? Parce que l'histoire colonisatrice de l'Italie est très faible. L'Italie a été bâtie en Éthiopie. Ok. OK? Et quand ils ne sont pas considérés comme blancs. Nous avons vu ces genres de remarques être faits partout. Quand vous allez un peu plus loin, quand vous allez aux États-Unis, quand les Italiens arrivent aux États-Unis, vous allez voir que les Italiens sont discriminés et traités comme on traitait les Noirs. Les perdants. Donc, il faut sortir de la tête l'idée que les Noirs est une race, ce n'est pas une race. Les Blancs non plus n'est pas une race. Il n'existe en fait pas de races, il existe des lignées. Comme on voit les Arabes sont des Arabes. OK? Il y a des Arabes bruns foncés et bruns clairs. Mais ce sont les Arabes. Quand on va, c'est les Japonais, les Asiatiques, il y a des Asiatiques qui sont très foncés. Les lignées nipponais sont devenus les Japonais. OK? Et il y a ceux qui sont très foncés, il y a ceux qui sont très clairs. Mais il n'y a pas une distinction raciale là-dedans. Quand nous arrivons dans les territoires colonisés, les Brésil, l'Afrique, les Caraïbes, en ce moment, nous avons la cohabitation entre les vainqueurs et les vaincus. La race blanche qui est un statut représente celui qui est au-dessus de qui? Des Noirs, qui sont les perdants. Cette contraposition intéresse seulement ces deux acteurs, ces deux protagonistes. Ce n'est pas une race, ce n'est pas biologique, c'est un statut que nous avons appris à accepter comme une race, que nous avons appris à accepter comme une condition permanente. Le livre va l'élucider. Après ce livre, nous avons le Boukongo, livre d'or, qui va rentrer dans les principes de l'exploitation du Boukongo, la présentation du Boukongo tel qu'il a été conçu depuis l'Égypte prédynastique. Comme je disais, c'est le même contenu que nous avons dans les Talmuds, qui sont devenus, ont créé ce qu'on appelle les livres saints, dont la Bible est un des enfants mal conçus. Ces principes-là, ces lois, existent dans ce qu'on appelle les Boukongo. Comme contenu sacré, comme le Boukongo, qui signifie, si nous pouvons traduire les Boukongo signifie voie royale, selon le lexique sumérien antique. Donc, répondant à la question, oui, nous avons les chemchouches et nous avons tout un dispositif de matériel qui vont être présents, qui vont être préparés, qui sont en cours d'exploration, qui vont servir à élaborer le Boukongo, justement pour servir d'instrument dans le mouvement Pan Kamit Kush Kamit Congo. Donc, je vois que tout est déjà bien préparé, c'est une bonne chose. Et tout le monde peut adhérer à ces mouvements. Cela veut dire n'importe quel Africain, Ougandais, Congolais, ainsi de suite. Du point de vue des Boukongo, cela va commencer d'abord dans un pays bien déterminé, afin d'accepter aussi les autres plus tard. Nous devons faire l'effort de ne pas penser comme les colons, parce que les colons, quand il nous a possédés, il nous a donné aussi son mental et nous réfléchissons comme les colons. Il n'y a pas des autres. Nous sommes des descendants de plusieurs lignées différentes. OK? Et chaque lignée a une responsabilité et un rôle. Les Boukongo, la voie royale,
et une voie réelle très caractéristique, parce que dans la conception royale, la royauté va avec la spiritualité, le pouvoir spirituel. Ces deux choses vont toujours ensemble. Et c'est une responsabilité. Ceux qui sont devenus par après le peuple Congo, c'est-à-dire le peuple Congo ne signifie pas qu'ils sont des royaux. OK? Il signifie qu'ils sont des gardiens de la voie royale. Ils sont gardiens de la voie royale. Des rituels royaux, ainsi de suite. OK? Et dans la personne de Sabou, d'où descendent ses connaissances, Sabou est le premier fils d'Aoussa, du père divin Aoussa, né avant Héru. Et nous parlons des lignées qui sont sorties de l'Égypte dynastique. Nous ne parlons pas des races. Nous ne sommes pas en train de parler des races. La conception hétérogène, c'est-à-dire cette conception des divisions selon laquelle nous sommes, qu'il y aurait des Congolais, des Ougandais, des Gabonais, et ainsi de suite, est une conception qui fait partie de cette maladie, qui fait partie intégrante du mental colonial que nous avons réussi. Mais cependant, la renaissance du Bou-Congo part de la région de Timansi dans les territoires habités par le peuple Congo. Ceux qui sont responsables de la voie Congo, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la région qu'on appelle les Congo central. OK? Congo central. C'est la maison de cette science-là. C'est là où ceux qui ont réussi les devoirs, les rôles de conserver cette science sont géographiquement habités. Et comme une spirale, comme un grand serpent, il va se répandre à travers toutes les côtes du nord au sud, d'est à est, du grand territoire Tamérite. Donc, Oudja Seneb, Douanetcher, je pense que là, tout le monde peut avoir une idée de ce que c'est le mouvement pan-kamite.